Bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous retrouver pour le 63e webinaire du Forum de reportage sur la crise sanitaire mondiale du Centre international pour les journalistes, ici FJ, qui est basé à Washington. Je suis Kossi Balao, le directeur de ce forum. C'est un forum que nous avons lancé en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais, pour offrir des ressources aux journalistes du monde entier. Nous avons plus de 10 000 journalistes qui participent aux activités de nos forums. Chaque semaine, nous organisons des ateliers en ligne, des formations et des webinaires pour les journalistes. Et si vous nous suivez pour la première fois, nous vous invitons à rejoindre notre groupe privé sur Facebook. Aujourd'hui, nous discuterons des outils de la communication scientifique, explorer l'univers de la médiation scientifique, à quoi elle sert, comment se pratique-t-elle et quelles sont les grandes similitudes entre les acteurs de la vulgarisation scientifique. Et pour en parler, notre invité est M. Emmanuel Dabo. Il est expert, formateur, consultant en communication scientifique, chercheur en sciences de l'information et de la communication et doctorant à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan. M. Dabo est par ailleurs chargé de cours à l'Institut des sciences et des techniques de la communication et régulièrement sollicité par l'Académie africaine des sciences pour la formation des jeunes chercheurs en communication scientifique. Merci, M. Dabo, d'avoir accepté notre invitation. Plaisir est pour moi. Je souhaite rappeler aux participants et aux participantes que ce webinaire se veut interactif, ce qui veut dire que vous avez la possibilité de poser vos panélaires dans les commentaires sous la vidéo en diffusion sur Facebook. Mais pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent via Zoom, vous pouvez poser vos questions dans la boîte de chat, dans la boîte de discussion qui est juste en dessous de votre écran. Monsieur Dabo, comment définit-on la médiation scientifique? D'accord. Je profite de l'occasion de saluer tous ceux qui nous suivent et pour vous encourager dans ce que vous faites. De façon simple et terre à terre, la médiation scientifique, c'est comment est-ce qu'on traduit le savoir scientifique, la connaissance scientifique, les résultats de recherche en une connaissance accessible à tous. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que ce qui est sorti des laboratoires, des centres de recherche et tout reste dans les bibliothèques, reste seulement au sein des chercheurs, mais que vraiment cela puisse arriver jusqu'aux différents publics, de sorte à ce que ça puisse aussi agir, en servir en termes de prise de décision, en termes de changement d'attitude et aussi de comportement. La recherche est faite pour la société, la recherche est faite pour les hommes, donc il y a vraiment lieu de travailler à établir ces ponts-là. Est-ce que c'est un métier qui est réservé uniquement aux chercheurs ou aux communicants? Question un peu difficile, euh, si je m'appuie sur mon expérience, j'ai suivi une formation en communication, communication des organisations. Et lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai travaillé pour un centre de recherche et c'est dans la pratique professionnelle que j'ai commencé à découvrir cet aspect de la communication qui est la communication scientifique. Et j'ai dû aussi renforcer mes capacités pour pouvoir adapter mes techniques de communication institutionnelle à ce domaine spécifique. Mais le fait d'être chercheur est aussi important. Il y en a j'ai connu des personnes qui exercent dans ce domaine-là, qui ont une base de chercheurs dans différentes disciplines, mais après ont eu à combiner avec quelques notions de communication pour pouvoir voilà, exercer ce métier. Donc, on peut venir de partout, mais cela ne rejette pas, cela ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas quand même renforcer ses capacités dans les domaines qui concernent la communication. Et puis aussi, on le sait, la communication, c'est quelque chose de transversal. On communique pour beaucoup de choses. Et donc, quand on a choisi un domaine, il faut aussi apprendre le langage de ce domaine-là. Donc, tous les passionnés sont les bienvenus, tous ceux qui sont intéressés sont les bienvenus, mais ça demande aussi de l'apprentissage et de l'apprentissage continu, vraiment.
Est-ce que les journalistes scientifiques ne sont pas eux aussi des acteurs de la médiation scientifique? Si, bien évidemment. Et leur contribution est vraiment très, très importante. Parce que le journaliste, on le dit, c'est la presse, c'est le quatrième pouvoir de par leur publication. La société ou la population a facilement accès aux publications des journalistes qu'aux publications des scientifiques. Et du coup, ce sont des acteurs vraiment très importants. Voilà pourquoi, pour nous, c'est important aussi qu'il y ait de la connexion entre les chercheurs, les scientifiques et aussi les journalistes. On ne peut vraiment pas négliger le rôle des journalistes scientifiques dans ce travail de médiation scientifique. Comment devient-on médiateur scientifique, monsieur Dabo? Oh, dans notre contexte ici en Afrique de l'Ouest et spécialement en Côte d'Ivoire, je ne peux pas vous garantir qu'il y ait un parcours de formation au sorti duquel il y a un diplôme qui est donné, qui fait de vous un médiateur scientifique. Peut-être que ça existe ailleurs, mais dans notre contexte ici, pas vraiment. Mais c'est vraiment l'intérêt et la pratique professionnelle qui, au fur et à mesure, contribuent à faire de nous des personnes intéressées, des spécialistes du domaine. C'est vrai que depuis un bon moment, je me bats comme je peux pour qu'il y ait des modules de formation intégrés dans les écoles de communication, mais jusque-là, ce n'est pas vraiment un niveau de spécialisation. C'est voilà, des cours et autres. Vous voulez dire qu'une formation n'est pas requise en fait pour exercer dans ce domaine? Quand je dis, pas qu'une formation n'est pas requise, mais il ne faudrait pas attendre qu'il y ait une école spécialisée en formation de médiation scientifique. Il ne faudrait pas attendre parce que si vous attendez, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, ça voudra dire que vous n'allez pas sortir avec un diplôme, à moins que vous ayez l'occasion d'aller dans un pays où cela est fait. Mais je veux dire, la formation, elle est importante, mais elle dépend de l'individu, voilà, de son intérêt, de sa culture, de sa pratique de tous les jours avec les erreurs, avec les hauts et les bas, et aussi de l'expérience d'autres personnes qui ont déjà eu à exercer dans ce domaine. Au fur et à mesure, on finit par se peaufiner. Pour rendre compte de la science à un public non spécialiste ou à un public qu'on appelle aussi un public profane, euh, pour diffuser le savoir, quels sont les outils auxquels font souvent recours les acteurs de la vulgarisation scientifique? D'accord. Alors, dans notre cas, quand je dis dans notre cas, je fais allusion au consortium de recherche Afrique One Aspire. Il y a un consortium qui fait la promotion de ce qu'on appelle l'approche une seule santé, c'est-à-dire la connexion entre la santé animale, humaine et aussi environnementale. Et du coup, on travaille beaucoup sur les maladies qui se transmettent des animaux aux hommes et vice-versa, qu'on appelle les zoonoses, donc la rage, la tuberculose bovine, etc. Et dans la pratique, les outils que nous avons développés, bon, déjà, il y a les canaux institutionnels comme le site web, le bulletin d'information, etc. Mais de plus en plus, nous avons vraiment travaillé à ce que les chercheurs puissent eux-mêmes être aussi actifs sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est un outil très important qui aide à simplifier les choses, à dire beaucoup en peu de mots. Et après plusieurs exercices, plusieurs formations, on est vraiment heureux de voir que nos chercheurs utilisent très bien cet outil-là. Et on a vu des impacts appréciables, en ce sens que des journalistes d'autres pays, l'Afrique du Sud ou ailleurs, ont vu des tweets et directement sont entrés en contact avec le service de communication, avec le chercheur, pour qu'il y ait des développements et qu'il y ait des parutions dans la presse. Donc, j'ai cité Twitter parce que pour nous, ça a été vraiment un élément important, ne serait-ce que la façon dont on délivre le tweet, mais aussi la biographie, le online personal branding du chercheur qui tend à vraiment le positionner comme un acteur important.
et également aussi comme un outil, Twitter comme un outil qui facilite la diffusion du savoir. Mais on explore aussi d'autres outils. Récemment, on a fait sortir un document qu'on appelle le droit de savoir. Ce n'est pas un, un article scientifique, non. C'est vraiment un petit document où on explique une question d'actualité en des thèmes simples. Et là, on utilise beaucoup de cartoons, d'illustrations. Permettez-moi, voici par exemple un exemplaire. Et du coup, les illustrations, vraiment, ça fait que le message passe très bien, très intéressant. Donc, pour l'année à venir, nous sommes en train de penser vraiment à un laboratoire où les arts et la culture sont aussi intégrés pour que les dessinateurs, les peintres et autres puissent aussi travailler avec les chercheurs de sorte à exprimer certaines questions de recherche, certains résultats scientifiques en divers formats. Bon, j'ai cité cela, mais n'empêche qu'il y a les canaux traditionnels comme voilà, les communiqués de presse et autres. Et il y a aussi un élément que j'allais oublier, c'est les rencontres entre chercheurs et journalistes. Avec l'appui de certains bailleurs, nous avons pu organiser ce genre d'événements-là où il y avait aussi de la formation. Formation pour les chercheurs, de sorte à ce qu'ils comprennent comment les journalistes travaillent, l'information aussi pour les journalistes, pour qu'ils puissent comprendre aussi comment les chercheurs travaillent, et de sorte à pouvoir équilibrer un certain nombre de rapports entre rapidité dans la diffusion de l'information, mais aussi prudence d'abord avant la diffusion. Et à ce genre de rencontres-là, il y a eu aussi des formations sur certaines pathologies. Et après ça, les journalistes, une fois formés sur ces maladies-là, étaient envoyés, on va dire, en mission de sorte à faire des productions qui allaient être récompensées. Donc, voici plusieurs outils comme ça qui ont aidé à susciter l'intérêt pour certaines questions au niveau des journalistes. Est-ce que vous avez l'impression, en fait, que les chercheurs africains communiquent assez sur les résultats, les progrès des laboratoires, les progrès réalisés dans les laboratoires? Je ne vais pas généraliser, mais dans notre cas, au niveau d'Afrique One, je suis satisfait, je suis heureux de ce qui se passe. Et je voudrais saisir l'occasion pour remercier et féliciter le directeur d'Afrique One, le professeur Bassirou Bonfo, qui a vraiment compris l'idée de la communication et qui vraiment a pris le devant, impulse cette initiative de communication-là, au point où tous les post-docs, doctorants et aussi masters se mettent dans l'élan. Pourquoi? Parce qu'en même temps, on est dans une approche, on va dire, transdisciplinaire. C'est vrai, il y a la recherche, mais en même temps, il ne faut pas négliger le savoir local. Et une fois qu'on a travaillé avec les communautés pour pouvoir comprendre, pour pouvoir avoir des informations auprès d'elles, quand on a fini des études, des analyses, il faut retourner sur le terrain et et leur délivrer ça. Il y a des choses qui sont faites, qui sont encouragées, mais il faut encore continuer de sorte à ce que pour beaucoup d'Africains, cela soit perceptible, cela soit pratiqué, parce que ça fait vraiment mal de savoir que, bon, ça c'est un sentiment personnel, de savoir qu'on a des personnes qui sont ici, qui font déjà du travail intéressant, formidable, mais en griffe, qui ne fait pas le buzz, je vais dire ça comme ça. Et il suffit que quelqu'un d'ailleurs vienne et dise quelque chose et boum, tout le monde en parle. Oubliant que sur le territoire ici, certains ont déjà eu à faire des travaux remarquables et appréciables. Donc, j'encourage tous ceux qui nous suivent présentement, si vous êtes du milieu de la presse et autres. C'est vrai qu'il y a déjà le groupe sur Facebook, mais moi aussi, j'ai un groupe sur WhatsApp où avec les journalistes, parfois, je partage certaines informations, on interagit. Et j'aimerais aussi que les demandes viennent des journalistes, c'est-à-dire se dire, ah, je suis en train de faire une recherche sur l'ulcère de Buruli. Où est-ce que je peux me renseigner? Où est-ce que je peux avoir l'information? Parce qu'il ne faut pas voir la médiation comme seulement du chercheur au public.
Ça peut venir aussi du public, ça peut venir aussi du journaliste pour aller vers le chercheur, de sorte à ce que le chercheur aussi soit interpellé pour dire, ah, la recherche que je suis en train de faire là, ça intéresse des gens et qui ne développent pas des questions de recherche qui n'ont aucun lien, aucun intérêt, on va dire, social. Voilà, donc j'encourage aussi les journalistes qui nous suivent à faire des demandes, pour qu'on puisse les accompagner. Et moi, je suis vraiment friand de ça. Je suis capable de prendre un ou deux journalistes, aller sur le terrain parce que j'adore le terrain, rencontrer les gens, faire des photos et tout et tout. Tout à ce qu'après, le journaliste va lire vraiment le produit, un travail de qualité. À part Twitter que vous avez cité, quels sont les autres outils de communication plus appropriés? À part Twitter, Aujourd'hui, on voit des chercheurs ou des scientifiques qui créent eux-mêmes leur blog et qui communiquent via ces blogs. effectivement, le blog, c'est un outil important et c'est nécessaire, mais on va dire qu'on est un peu plus prudent parce que il y a certaines choses qui demandent d'abord la validation des faits. C'est vraiment, là, on est vraiment dans le monde des chercheurs. Et pour éviter qu'il y ait parfois des confusions, parce que même quand on parle de Twitter, c'est vraiment des publications, on prend des extraits et on diffuse. Ou bien nous sommes à une conférence, on a élaboré un certain nombre de messages et voilà, on les diffuse. Mais le blog n'est pas exclu, mais il faut il faut avoir à l'esprit que certaines informations demandent la validation des pairs. Parce que quand on pense blog, surtout pour nous qui sommes dans le domaine de l'information, journaliste et tout, on voit une autonomie de notre rédaction. On voit une autonomie de notre rédaction, ce sens que ce qui n'a pas été publié dans le journal, je peux moi-même aller mettre sur mon blog. C'est important, c'est bon, mais au niveau des chercheurs, on est un peu plus prudent et on encourage ça un peu plus pour ceux qui sont à un niveau senior. On encourage ça un peu plus. Je ne dis pas que ceux qui sont à un niveau junior n'ont pas la capacité de le faire, mais on prend quand même certaines précautions parce que souvent aussi, le public ne sait pas apprécier ce qui relève ce qui est un résultat déjà validé, de ce qui relève de simplement une réflexion, une opinion. Et donc, pour éviter ce genre de biais-là, on prend quand même quelques mesures. Toutefois, c'est un outil que nous encourageons, mais pourvu que ce qui sera dit ait déjà reçu la validation des pairs, parce qu'on ne veut pas que le débat scientifique, c'est-à-dire entre chercheurs et qui est normal, se retrouve comme principal débat au sein de l'opinion publique. Et quand ça arrive là-bas, ça crée vraiment trop de situations compliquées. Quelles sont les principales compétences et les qualités à avoir pour devenir médiateur scientifique ou pour l'exercice de métier? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la collaboration. Pourquoi la collaboration? Parce que vous êtes en deux mondes. Et parfois, vous-même, vous avez besoin de comprendre le langage de ces deux mondes-là. Et donc, quand vous écrivez quelque chose, quand vous tournez quelque chose, il faut aussi avoir l'humilité d'aller vers quelqu'un pour lui dire, ah, lis ça, vois ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai et autres? Collaboration aussi parce que c'est dans le réseautage que l'information va aussi aller un peu plus vite, va aller loin. Donc déjà, la collaboration. Et deuxièmement, il faut aussi apprendre à être simple. C'est un peu tout bête, mais la simplicité, c'est important. Parce qu'après, vous devez parler dans un langage simple. Et donc, même quand un chercheur vous parle, tu lui dis, hey, ce que tu dis là en français facile, ça veut dire quoi? Simplicité dans la personne, parce qu'en même temps, c'est vrai, c'est de la science, c'est de la production de savoir et de connaissances, mais vous ne détenez pas toute la vérité. Vous n'êtes pas, vous, la vérité. Donc, il faut savoir parler aussi avec simplicité et humilité. Et puis, l'apprentissage continue. On ne finit pas d'apprendre et la science, on est toujours en perpétuel questionnement.
Donc, du coup, chaque fois, il faut se mettre aussi dans cette dynamique d'apprentissage. Certainement, il y a Ok. d'autres compétences, mais là, c'est ce qui me vient à l'esprit. Il y a une chose qui a été remarquée durant cette pandémie de COVID-19, c'est la difficulté d'accès aux scientifiques et aux chercheurs. Les journalistes ont besoin, au cours de cette période-là, de pouvoir avoir accès aux scientifiques parce qu'il y a beaucoup de questions que se pose le public. Les journalistes ont besoin d'interviewer non pas des gens douteux, mais des experts qualifiés. Comment les reconnaître? OK. Bon, déjà, le contexte de la COVID-19, il est particulier, hein. Tout le monde a été secoué, tout le monde cherchait des réponses à des questions. Donc, sans être la voix officielle, mais si les journalistes, il y a des journalistes qui nous suivent, toutes nos excuses, parce qu'en même temps qu'on est occupé à trouver des réponses, on ne peut pas aussi se presser à délivrer des connaissances qu'on ignore. Et donc, par moment, on demandait quand même de la patience, quoique le besoin d'information était là. Mais c'est toujours bon de donner des informations de qualité plutôt que de conduire à un certain nombre de dérapages. Donc, déjà, excuse pour cela. Comment trouver les chercheurs et autres? La première chose, c'est bon en tant que journaliste d'avoir un carnet, une sorte de répertoire des principaux centres de recherche qui existent dans votre pays, dans votre localité. Et partant de ces centres, partant de ces adresses-là, identifier les services de communication ou les responsables on va dire, de département ou de services et autres. C'est toujours préférable de passer par une institution que de passer par un individu parce que la parole qui est donnée va engager vraiment toute l'institution. Et souvent, vous croyez que vous vous adressez à un chercheur lambda, mais derrière lui, avant qu'il ne soit venu s'adresser à vous, il s'est entouré des réflexions, des contributions de ses collègues. Donc, c'est toujours bon de passer par l'institution, son service de communication, qui elle-même va vous aider à identifier les personnes qu'il faut, à aller vers le service, vers le centre de documentation pour trouver la documentation qu'il faut et la mettre à la disposition du journaliste. Donc, voici une technique vraiment très simple. Et Parfois aussi, ne soyons pas dans l'urgence, mais soyons vraiment dans la prudence et la recherche de la qualité de l'information. C'est vrai parfois qu'avec aussi les réseaux on sociaux, remarque une certaine méfiance en fait des chercheurs. je veux pas dire non. Je veux pas dire non. C'est pourquoi encore je dis, quand il y a des besoins, c'est préférable de passer par l'institution, par le service communication de l'institution. Parce que le responsable communication de l'institution, le chercheur le connaît. Ben, un journaliste qui vient d'ailleurs, là, comme ça, on ne le connaît pas, c'est un peu difficile de s'adresser à cette personne-là. Donc, quand vous êtes passé par le service de communication, le responsable communication, il a déjà une connaissance de l'environnement des journalistes, il sait que tel média existe, il peut vous poser un certain nombre de questions et par là, et par la suite, lui-même vous introduit auprès des chercheurs en question. Nous souhaitons rappeler aux participants que nous sommes déjà dans la deuxième phase. Vous pouvez poser vos questions aux panélistes. Vous pouvez le faire dans les commentaires sous la vidéo qui est en direct dans le groupe privé sur Facebook. L'un des modérateurs de ce forum se chargera de m'envoyer les questions que je transmettrai à mon tour aux panélistes. Vous pouvez le faire aussi dans la boîte de chat qui est en bas de votre écran. Nous restons toujours dans le champ des outils de la communication scientifique et nous savons que, M. Dabo, vous formez les chercheurs en communication scientifique, mais est-ce que la question c'est de savoir, est-ce que vous avez l'impression qu'ils s'approprient réellement de ces outils? Je dirais oui, et surtout qu'on a une nouvelle génération de chercheurs
très jeune et avec aussi l'expansion du numérique, des réseaux sociaux, qui comprend aussi qu'il y a des opportunités qui sont liées à ces outils-là pour eux-mêmes. Eux-mêmes, ne serait-ce que savoir qu'il y a tel appel qui a été lancé, tel appel à contribution, tel appel à projet, tel appel à financement, etc. Donc, pour eux-mêmes aussi, il y a des opportunités. Et c'est plus facile pour une organisation aujourd'hui de communiquer sur des programmes de bourse en ligne plutôt que de faire encore voilà, des A0 ou A4 imprimés, distribués, tout ça. Donc, pour le chercheur d'aujourd'hui, il en est conscient, il doit être conscient et ne pas avoir peur d'aller vers ces outils-là parce que lui-même, il peut bénéficier d'un certain nombre de choses. Tout à l'heure, j'avais parlé de collaboration, mais aussi à travers ce genre d'outils-là, vous découvrez que, par exemple, sur tel sujet, il y a quelqu'un qui est très actif sur Twitter ou Facebook qui partage des tribunes intéressantes. Et du coup, vous pouvez facilement entrer en contact avec lui, pouvoir développer ensemble un certain nombre de choses. Aujourd'hui, c'est important pour les chercheurs d'aller vers les outils du numérique parce que les frontières géographiques et même de langue sont brisées. Et vous le savez, on est plus fort en consortium que quand on est seul. Aujourd'hui, prenons par exemple le cas de la COVID-19. Bon, le virus il ne fait pas de différence entre qui est en Amérique, qui est en Afrique, etc. Donc, les chercheurs aussi, pour eux, c'est une nécessité de sortir de leur univers, de leurs univers locaux pour s'ouvrir aussi à d'autres partenariats, à d'autres formes de partenariats et de collaboration. Donc, je peux dire qu'il y a cette prise de conscience, peut-être pas à un niveau global, général, et sur cette base-là, dit qu'il y a encore du travail à faire. Dans les institutions où il y a un service de communication bien établi, cette prise de conscience-là est grandissante. Mais là où le service de communication n'est pas fonctionnel, il va sans dire que c'est difficile de faire comprendre un certain nombre de choses aux personnes qui y travaillent. Parfois, le public a l'impression que la science, qu'elle est ésotérique, qu'elle est compliquée, complexe et difficile d'accès. Et pour les journalistes et les communicants, les acteurs de la vulgarisation scientifique, une chose est de transmettre, une chose est d'aller vers le chercheur, d'avoir des informations, et l'autre est de le transmettre, mais de le transmettre dans un langage aussi simple, dans un langage facile, dans un langage qui permette à un public de pouvoir comprendre. Et ma question, c'est comment rendre la science plus facile au public? Est-ce qu'il y a des conseils à offrir aux journalistes, à ceux qui nous suivent? Très, très bonne question et je pense que les journalistes ont déjà des éléments de réponse parce que je sais que dans la formation, on nous dit le bon journaliste, c'est celui qui est capable de traduire en une page un document savant de plus de 1000 pages. Et on a les critères de sélection de l'information pour les journalistes, savoir la proximité, la personnalité, etc., etc. Et il faut s'appuyer là-dessus. Mais en même temps, il faut aussi considérer, je vais dire, les critères comme la curiosité pour la population, le facteur émotionnel, parce que les gens sont plus concernés par ce qui les touche. Il faut être aussi en mesure de pouvoir imager un certain nombre de choses. Et pour ça, vraiment, je félicite les journalistes radio qui sont vraiment très forts. Il faut aussi être capable de s'associer les services d'infographistes ou de dessinateurs. De sorte à ce qu'en une infographie, on ait l'information. Donc, il y a vraiment un travail d'inventivité, si je peux dire comme ça, de créativité à faire, de sorte à pouvoir transmettre ce qu'il faut. Et en même temps, l'une des règles de base des journalistes, c'est de pouvoir définir un angle. Un article scientifique, on peut parler de beaucoup de choses, mais il y a un angle principal, il y a un message clé qu'il faut pouvoir trouver. Et donc, c'est pourquoi aussi, dans nos formations avec les journalistes, on essaie de présenter les outils
traditionnelle, je vais dire comme ça, de la communication scientifique, comme les posters, les articles, tout ça, c'est que quand vous prenez un article, vous savez, telle partie, c'est l'introduction, elle comprend le contexte, les objectifs, les questions de recherche, les hypothèses. Vous avez la méthode utilisée, vous avez les résultats, la partie analyse, la partie discussion et aussi la conclusion. Et à l'intérieur de tout voilà, de tout cela, quels sont les éléments clés? Mais en même temps, quand vous prenez l'élément clé, il faut pouvoir le situer dans son contexte, pouvoir le situer dans son contexte. Donc, voici quelques pistes qui peuvent aussi aider les journalistes. Un autre élément important, si je peux dire ainsi, c'est une question d'univers. Parce que il y a des mots qui sont difficilement, qu'on n'arrive pas à traduire dans le langage terre à terre. En Afrique du Sud, par exemple, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui s'appelle Subiselo. Et si tu te pouvais voir, il a un site d'information, un site web d'information où il traduit l'information scientifique en langue zoulou. Mais il utilise vraiment l'imaginaire populaire des Zoulous pour pouvoir transcrire le message. Donc, il y a aussi ce travail-là. Par exemple, pour celui qui vit en Côte d'Ivoire, il y a le français, mais les Ivoiriens ont aussi leur français. Et ça, il faut pouvoir comprendre, de sorte à pouvoir jouer sur les deux éléments. Voici un peu. Est-ce que ça, ce n'est pas un effort supplémentaire qu'on demande, par exemple, aux médiateurs? Non, Je on ne me peut pas faire rappelle autrement. au cours d'un webinaire avec un participant qui disait qu'il faut, par exemple, arriver à traduire le COVID-19 en langue locale, ce qui est relève d'un enjeu compliqué. Comment, Bon, par exemple, je traduis le COVID-19 dans mon langue? pas forcément traduire COVID-19 dans la langue locale, mais je veux dire, COVID-19, on sait que c'est un virus, on sait que c'est un virus à couronne, on sait comment il se manifeste, on sait ce dont il est capable de façon négative. C'est tout cela qu'il faut traduire, c'est pas le mot en lui-même. C'est pas le mot en lui-même, parce que si le virus n'existe pas dans votre langue, vous n'allez pas être capable de traduire ça dans votre langue. Mais c'est vraiment, comment je vais dire, l'imaginaire, le contexte, l'esprit de la chose. Parce qu'en même temps, on sait qu'un mot n'a de sens que dans son contexte. C'est l'ensemble des différentes significations-là qu'il faut pouvoir exprimer. Et quand on va prendre, par exemple, les mesures barrières, on ne va pas dire directement, ne vous saluez pas, ne vous accolez pas pour nous qui sommes africains, qui parfois, c'est vraiment difficile. Mais on ne va pas dire textuellement comme ça dans la langue, ne faites pas ci, ne faites pas ça. On va tenir compte déjà de ce qui se passe comment on va dire ça, au sein de la communauté qu'on cible, pour pouvoir voir l'opportunité où on va dire l'axe sur lequel tabler de sorte à faire passer le message. Parce que le plus important, c'est le changement de comportement. Ce n'est pas la traduction littérale. Voilà un peu. Et c'est clair que ça demande un effort supplémentaire, mais c'est cet effort-là qui fait la beauté de ce travail. Et c'est pourquoi les journalistes qui s'engagent dans la science méritent d'être encouragés, méritent d'être valorisés. Parce que être à une conférence de presse d'hommes politiques et venir faire un article, désolé, je pense que c'est moins exigeant. Je peux me tromper, mais je pense que c'est moins exigeant que de lire un article scientifique, que d'avoir des séances de travail avec des chercheurs et par la suite rédiger un article. Monsieur Emmanuel Dabo, comment bien communiquer sur la science? Comment bien communiquer sur la science? C'est de cela qu'on parle depuis le début du webinaire. Il faut savoir parler vrai. Il faut savoir
intéressés, ceux à qui l'on parle. Vous voyez, de plus en plus dans les travaux de recherche, que ce soit des mémoires ou des thèses, il y a un aspect qu'on appelle motivation, une partie motivation personnelle, justification du sujet. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, personnellement, à travailler sur ce sujet? Quel est l'intérêt scientifique, mais aussi la pertinence sociale? Et quand vous avez bien exploité l'aspect pertinence sociale, vous comprenez en quoi est-ce que telle chose est importante pour une société donnée. Et sur cette base-là, le message final, le résultat final de la recherche, quand vous l'associez à la pertinence sociale, vous avez des idées de comment parler à la société en question pour lui montrer son intérêt à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça. Par exemple, là, nous sommes en train de travailler sur la stratégie de communication de lutte contre les maladies de la peau, qui sont des maladies tropicales négligées. Négligées parce que on ne perçoit vraiment, les gens ne perçoivent vraiment pas. Bon, quelqu'un, il a une petite plaie sur sa peau, il ne voit pas l'importance, il ne voit pas les dégâts que ça peut causer, donc il ne prête pas attention. Mais seulement pour ça, les cartes, les témoignages que nous avons, on arrive à faire comprendre à certaines personnes la nécessité d'aller vers les centres de santé quand ils voient un certain nombre de taches ou de plaies sur leur peau. On néglige certes, mais la plaie, quand elle s'aggrave, vous devenez invalide. Et quand vous êtes invalide, vous aussi rendez invalide d'autres personnes parce qu'elles doivent sacrifier leurs obligations pour venir s'occuper de vous au fur et à mesure. Et ça, quand on veut mesurer économiquement, ce sont de grosses pertes, à la fois pour vous, pour votre famille et même pour votre village. Donc, c'est vraiment réussir à montrer l'intérêt, l'enjeu, ce que la personne gagne, ce que la personne perd à faire telle ou telle chose. Sinon, là, j'apprends que un vaccin contre le palu est sorti. C'est vrai, on va informer, le vaccin contre le palu est sorti. On s'en fout. Les gens vivent avec le palu depuis longtemps. Certains meurent, d'autres vivent, etc. Mais vous convenez avec moi que le plus important ne sera pas de dire que le vaccin du palu est sorti. Le plus important, ce sera de montrer aux gens pourquoi il faut se vacciner. Parce que quand vous êtes malade, voici ce que vous perdez. Et si vous recevez le vaccin, voici ce que vous gagnez. Je ne sais pas si je comprends ce que vous dites et je voulais vous poser justement une question sur le traitement de l'information scientifique, mais elle a déjà été répondue. Nous venons de recevoir une question d'un participant, je la lis rapidement. Ma question est, y a-t-il des liens amenant vers quelques outils de communication scientifique? Je pourrais partager une webographie juste après le webinaire, comme ça, aussi pourra diffuser à tous les participants. En même temps, je tiens à faire cette précision. Même si vous ne voyez pas, même si vous voulez faire une formation universitaire ou un certificat que vous ne voyez pas textuellement médiation scientifique, vous pouvez voir aussi communication scientifique. Et parfois aussi dans les parcours de communication pour le développement, on a certains aspects également. Mais avec certains partenaires, des modules ont été conçus et je pense que je pourrais partager avec vous les liens de cet aspect. Et en même temps, permettez-moi la promo. Vous pouvez suivre aussi Afrique One Aspire, 3 Afrique, Afrique comme en français, One en anglais, aspire.org, qui est un consortium de recherche et nous avons aussi pas mal d'outils. Et quand nous avons des financements pour des formations, c'est vraiment ouvert. Vous soumettez votre candidature. Si vous êtes sélectionné, vous participez. Ce sont des formations qui sont organisées pour les journalistes. Oui, pour les journalistes, on en a déjà fait en présentiel comme en ligne. C'est des formations adressées aux journalistes. C'est vrai que parfois, il peut arriver qu'on combine, c'est-à-dire il y a quelques chercheurs, il y a quelques journalistes, mais c'est toujours bénéfique parce que
ça facilite, on va dire, ça crée des échanges intéressants. Ça crée des échanges intéressants. Le chercheur commence à découvrir comment le journaliste fonctionne. Le journaliste aussi voit comment le chercheur travaille et ils réussissent à trouver des points où ils concilient les façons de faire. Je me rappelle que je devais interviewer une scientifique et après plusieurs relances, au début, elle était prête pour nous parler, mais après, elle ne répondait presque plus au message. Dites-moi, est-ce qu'il y a une façon en fait, d'aborder les scientifiques? Je ne vais pas évoquer, je ne vais pas évoquer le pire, mais peut-être que si elle ne vous répondait pas, c'est que on peut évoquer l'hypothèse du décès. Bref, juste pour lui. Mais comme je le disais, il faut solliciter le service de communication de l'institution. Il faut solliciter le service de communication de l'institution et eux, ils vous aideront vraiment à trouver le bon créneau ou même la bonne personne. Parce que parfois, il y a certains qui, on va dire, qui sont plus visibles, qui sont plus connus. Et donc, on leur attribue des champs d'expertise qui ne sont pas les leurs. Et donc, par moment, ils peuvent s'essayer à vous répondre, mais ils voient que ah, là, oui, ça va, là, ce n'est pas trop son domaine. Et donc, ils commencent à se rétracter. Mais quand vous êtes passé par les services de communication, par exemple, chez nous, on a fait un catalogue où on a les différents chercheurs engagés dans le programme avec un résumé de leurs travaux. Et chaque fois, quand on sort, quand on a un événement, on le distribue. Il est aussi disponible sur notre site web. Donc, quand vous voyez ça, vous pouvez contacter le service de communication. On sait à qui s'adresser. Et selon son calendrier et autres, on réussit à vous faire un retour. Ça peut être dans le temps que vous voulez, ça peut ne pas être dans le temps que vous avez souhaité, mais quand même, on fait l'effort de vous transmettre un retour. Mais si vous permettez, l'urgence de la diffusion de l'information au niveau des journalistes n'est pas la même qu'au niveau des chercheurs. Le temps de journaliste, la recherche. voilà. Le journaliste scientifique, contrairement aux autres, people, culture, etc., ne doit vraiment pas se presser. Pour moi, il n'est même pas tenu même de faire un article par jour. Il n'est même pas tenu de faire un article par jour. Ou s'il le veut, il peut faire un dossier qu'il a préparé sur 2 semaines, 1 mois, et après, il le segmente en différents angles pour pouvoir alimenter régulièrement. Mais si vous mettez la pression sur un chercheur, à moins que ce soit des données déjà disponibles, mais ce n'est pas évident qu'il puisse vous répondre aussi favorablement dans le temps que vous souhaitez. Nous avons une autre question qui nous vient de Désiré Nebois. On parle de plus en plus de courtiers en connaissance qui font le pont entre les scientifiques et les décideurs. Les décideurs chargés de rendre digestibles et compréhensibles les résultats de recherche. La question, c'est est-ce si différent des médiateurs scientifiques? On va dire que nous travaillons ensemble. Chez nous, par exemple, à Afrique One, il y a la cellule communication, mais il y a aussi ce que nous appelons les policy facilitators, qui sont en charge vraiment de la facilitation politique. Il y a un volet aussi qu'on appelle Community and Public Engagement, engagement public et communautaire. Il y a une bonne dynamique de recherche et il y a une bonne aussi dynamique de présentation des résultats de recherche en termes de recommandations aux décideurs. Et le chargé de communication, il est plus disponible pour les journalistes, il est plus disponible pour le public, on va dire large, le grand public. Mais ceux qui font la facilitation politique, c'est déjà d'essayer de voir quelles sont les orientations politiques ou les perspectives que les décideurs se sont données. Et par rapport à cela, quelles sont les disponibilités en termes de savoir, en termes de connaissances produites par la science, parce que le décideur il a besoin d'évidence, des choses sur lesquelles il va s'appuyer pour pouvoir prendre des décisions qui vont engager tout le monde. Et du coup, le policy facilitator ou le facilitateur politique, il est à l'intermédiaire, à l'intersection entre les deux. Pouvoir trouver dans la science des éléments qui répondent aux préoccupations
des décideurs, de sorte à ce que leurs décisions soient vraiment appuyées sur des évidences tangibles, des évidences scientifiques. Et l'un des outils qui est beaucoup utilisé, c'est celui qu'on appelle le policy brief, c'est-à-dire un petit document de maximum 4 pages où on va droit aux recommandations avec des fact sheets, un certain nombre de faits. Contexte, voici ce dont il est question présentement. Par rapport à ça, qu'est-ce qui a été fait et voici ce que nous préconisons. Telle décision, telle recommandation peut emmener à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça. Et ce n'est pas tant du lobbying, parce qu'en même temps, il faut être dans le vrai. Quand on recommande quelque chose, il faut présenter les contours. Il faut présenter les contours. Telle chose peut être prise en considération dans telle condition, dans telle condition, dans telle condition. Telle chose peut être prise en considération si c'est accompagné de ça, de ça, de ça, de ça. C'est vraiment aller droit au but en considérant le manque de temps et de disponibilité aussi des décideurs politiques. Mais en même temps, il y a une dynamique aussi d'alerte. Il y a une dynamique aussi d'alerte, d'attirer l'attention de façon particulière, pas comme la société civile ou pas comme des activistes, mais de vraiment établir un dialogue franc et sincère. Nous avons une autre question. Est-ce qu'un site web d'un institut de recherche doit publier les résultats de recherche, sachant que le commanditaire de l'étude a seul droit de propriété sur les résultats? Très bonne question. Et ce que je vais dire, c'est que quand vous appartenez à un institut de recherche ou un centre de recherche, il ne faut pas se mettre à l'esprit que vos résultats de recherche vous appartiennent à vous seul. Même si... Et pourquoi? Parce que vous avez bénéficié aussi de l'apport considérable de pas mal de collègues et aussi de l'administration et autres. Et derrière vous, en tant que chercheur, c'est votre institution qui est valorisée, qui est mise en avant. Et même de plus en plus, je pense, c'est vraiment rare qu'un chercheur seul puisse arriver à mobiliser des fonds s'il n'est pas appuyé par une institution. Et donc, déjà, ça, j'aimerais corriger. Quand on est dans une institution, on n'est pas le propriétaire absolu de ce qu'on a délivré en termes de ce qu'on a produit en termes de recherche. Donc, quand ça, c'est clair, l'institution, sur la base aussi de ces règles de procédure, peut diffuser un certain nombre de recherches et de résultats de recherche. Et cela va aussi dans l'intérêt pour le chercheur en question. Parce que là, c'est l'institution. Quand je dis l'institution, c'est tous les hommes, les organes et services au derrière qui s'approprient ce qui a été fait pour mettre en avant sur la base des règles de procédure élaborées au sein de l'institution. Donc, nous, par exemple, sur le site web d'Africa Aspire, vous avez une section publication où vous pouvez accéder à toutes les publications. De plus en plus, nous favorisons même les publications open access. Donc, vous avez le nom du chercheur ou des chercheurs qui ont rédigé l'article. Vous avez le titre de l'article et vous pouvez cliquer sur le titre de l'article pour accéder à l'article intégral. En même temps, quand il y a des événements, on peut faire ce qu'on appelle des OPED, des sortes des éditoriaux que nous partageons, que nous publions. Et ça, c'est une façon de dire les résultats de recherche de façon simple. Il arrive aussi que nous fassions des vidéos où le chercheur s'exprime et tout, et tout. Donc, tout ça sont des moyens. Et du coup, nous ne pensons pas que le site web d'une institution ne puisse pas publier un certain nombre de résultats de recherche, à moins qu'il y ait des embargos, c'est-à-dire que c'est fermé dans l'attente de quelque chose. Il y a peut-être un processus de vérification, on attend une période donnée avant de lancer. Mais tout ça répond vraiment aux règles de procédure
l'institution en question. Merci, M. Manuel Dabo, pour les connaissances et puis les ressources que vous avez partagées avec les journalistes francophones du monde entier. Merci surtout pour votre disponibilité aussi. Merci aux participants et aux participantes qui nous ont suivis, que vous soyez dans le monde. Monsieur Dabo, est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter, une question que j'aurais peut-être manqué de vous poser? Merci à vous, M. Kossi, pour cette initiative, vous et toute votre organisation. C'était vraiment un plaisir pour moi de découvrir ce que vous faites, de partager, et une tribune aussi pour moi de partager ce que nous faisons. Et nous espérons que cette rencontre ou ce temps d'échange ne sera pas le dernier. Nous allons garder de très bonnes relations pour des collaborations futures. Et j'encourage vraiment ceux qui veulent faire de la médiation scientifique, du journalisme scientifique, de s'engager parce que beaucoup des problèmes auxquels notre continent fait face ont déjà des réponses dans la science. Malheureusement, on n'arrive pas toujours à pouvoir mettre les connaissances-là à la disposition non seulement des décideurs, mais des populations. Donc, il faut ce facteur-là et il faut qu'on soit quantitativement, en grand nombre, et aussi qualitativement, pouvoir booster davantage les choses. Nous avons lancé un petit sondage, un court formulaire qui nous permet de savoir si ce webinaire a été riche et intéressant pour les journalistes, les confrères et consorts qui nous ont suivis. Nous vous prions de bien vouloir prendre quelques minutes, quelques secondes de votre précieux temps pour le remplir. Je l'ai envoyé dans la boîte de discussion, je l'enverrai également par mail aux participants. Et je souhaiterais également rappeler que chaque année, le Centre international pour les journalistes récompensent l'excellence en journalisme dans le monde entier. Nous récompensons les journalistes qui ont fait un travail formidable et excellent. Et l'hommage aux journalistes aura lieu cette année aux États-Unis, mais vous avez la possibilité aussi de participer à l'événement en ligne. Nous enverrons le lien dans l'email aux confrères, aux consoeurs. Il est également disponible dans notre forum sur Facebook. Nous vous prions de vous inscrire pour participer à ce grand événement qui célèbre le bon journalisme. Merci encore une fois à tout un chacun. Au revoir, bon après-midi et à la prochaine. Bye. Bye bye.